Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Prospect. Aujourd'hui, on va parler tout simplement de comment construire une équipe commerciale performante dans un contexte où vendre est plus dur. On l'a déjà dit plusieurs fois ici, les marchés sont plus saturés, il y a plus de concurrents, les acheteurs sont plus exigeants, les cycles de vente s'allongent et en face, on a des objectifs commerciaux qui, eux, ne baissent pas. Pour faire face à ces challenges, les commerciaux ne peuvent pas juste savoir vendre un produit ou partager le ROI. Ils doivent comprendre en profondeur les enjeux d'aujourd'hui et de demain de leurs prospects, ils doivent savoir instaurer la confiance, ils doivent garder le prospect engagé et surtout savoir le challenger quand il faut. Pour parler de ça concrètement, de comment on met tout ça en place sur le terrain avec ces commerciaux, je me suis dit que le mieux c'était d'aller voir dans les coulisses d'une vraie équipe de vente. Dans cet épisode, je suis donc partie du côté de chez Maxime Hoff, qui est directeur commercial chez Deal, qui a plus de 15 ans d'expérience en vente B2B, aussi bien dans les grands groupes comme Oracle que dans les plus petites structures. On a parlé de plusieurs choses, on a parlé de posture commerciale à adopter et surtout à transmettre à ses équipes, d'expertise métier, de management terrain, de comment réussir à motiver ses équipes dans un contexte exigeant et ce qui marche vraiment aujourd'hui pour construire une équipe qui atteint ses objectifs. Je vous laisse découvrir ça. Bonne écoute. Hello, comment tu vas Maxime ? Tout va très bien. Et toi, Laetitia? Très très bien. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast. J'ai pas mal de questions. En plus, nos échanges en amont étaient vraiment très intéressants et je Ouais. pense que vont bousculer un petit peu certaines croyances. Et donc, je suis très contente. Tu as plus de 15 ans d'expérience en vente B2B. Tu es passé d'Oracle à une boîte comme Deal. Tu as fait plusieurs environnements. Qu'est-ce qui a pour toi fondamentalement changé dans la vente ces dernières années ? Parce qu'on dit que la vente change, mais pour toi, qu'est-ce qui change ? Euh, beaucoup de choses. Je pense que la première chose qui change, c'est la multitude d'acteurs sur les marchés. Avant, on avait des acteurs qui étaient un peu majeurs sur différentes technologies, on va dire type CRM, tu avais un Salesforce et un HubSpot. Aujourd'hui, tu as une multitude de concurrents. Forcément, ça amène de la complexité, mais également, c'est peut-être plus simple. Plus simple parce que moi, en 2013, quand j'ai commencé chez Oracle, je vendais à des personnes qui avaient l'âge de mon père. Aujourd'hui, je vends à des gens qui ont mon âge. Et ça change grandement les techniques de vente, ça change énormément la façon dont on approche les choses. Par contre, les attendus restent les mêmes. Et quand tu as beaucoup plus de concurrence, il faut arriver à sortir son épingle du jeu. C'est plus complexe. Ça demande beaucoup plus de qualité, beaucoup plus d'approche sur ces sujets-là. Ok, c'est hyper intéressant parce que c'est la première fois que j'entends. C'est plus simple pour moi de vendre, mais je vois très bien ce que tu veux dire en termes d'écart de génération, etc. En tout cas, tu confirmes quand même que le fait qu'il y ait une multitude de concurrents, ça devient plus complexe, notamment pour tes équipes, Ouais, j'imagine. bien sûr. Et Ouais, toi, tu me complètement. dis. Et donc, justement, c'est dans ce truc-là, c'est à la fois plus simple et à la fois plus compliqué. Euh, du coup, si je comprends bien, en fait, on est dans une saturation de marché. Il y a pas mal de gens qui font pas mal de choses, etc. Comment tu parles de qualité? Comment tu fais, en fait, pour que ça impacte pas forcément Bien sûr. votre manière d'approcher vos prospects chez Deal? Ouais. En fait, si tu veux, je pars d'un constat sur la partie enfin, le développement de tous ces acteurs. Je te donne un exemple très concret. Il y a environ 3 semaines, on était au HR Tech, qui est un gros salon d'éditeurs software pour les ressources humaines. Ouais, très bien. Et globalement, c'est incroyable le nombre de différents éditeurs. On ne sait plus vraiment qui fait quoi. Et c'est un peu le retour qu'on a eu des gens qui sont passés sur notre stand. C'est il y a trop en fait. Et du coup, bah, comment on sort son épingle du jeu? Et si tu veux sortir son épingle du jeu, c'est très bien ta technologie, très bien ton positionnement marché, la qualité de ton support. Mais nous, en tant que commerciaux, c'est ta connaissance. Aujourd'hui, on n'est plus des commerciaux. C'est fini le terme sales, à compte exécutif, c'est un titre CV. Mais aujourd'hui, on est plus sur une approche très expert. Moi, mon équipe, quand ils parlent avec des DRH, ils savent de quoi ils parlent. C'est-à-dire qu'ils comprennent proactivement quels sont les challenges rencontrés par les décisionnaires RH, par les décisionnaires financiers. Parce qu'en fait, si c'est faire de la vente de features, ça fonctionne pas, ça. Ça fonctionnait, encore une fois, il y a 15-20 ans. Maintenant, on vend plus de la feature. Hmm. Ok, super intéressant. Donc, du coup, pour toi, on doit plus avoir un positionnement de, ouais, j'aime bien dire ça, consultant, quoi, en gros. Exactement. Bon, Ok. les Américains ils appellent ça consultative selling, or value Ouais, selling, et c'est ouais. très juste. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je peux arriver sans PowerPoint. Alors, je vais pas me faire que des copains à dire ça, je le sais, mais moi j'ai jamais été un aficionados des PowerPoint de prime abord sur des premiers meetings. En fait, j'aime bien l'échange et j'aime bien comprendre, j'aime bien poser des questions, j'aime bien creuser par rapport à des échanges que j'ai eus avec leur père, par exemple. Tu vois, quand j'ai parlé avec un DRH il y a 1 heure, je parlais avec un autre DRH 1 heure plus tard. J'aime bien faire ce partage d'expériences croisées en disant bah, c'est marrant, vous me disiez ça, j'ai parlé avec un tel il y a 1 heure, c'est exactement ce qu'il me dit et voilà comment ils font les choses.
je me crée une communauté et je fais partie de cette communauté. Ok, très clair, très clair. Et bah du coup, en fait, justement, on va parler de ça parce que tu parles du fait que toi, t'es team, pas présentation au premier rendez-vous. Oui. Moi, je suis plutôt team présentation, mais c'est pas ça, c'est pas de ça le Ouais. sujet. Justement, j'aimerais qu'on parle justement des limites des méthodes de vente aujourd'hui dans un contexte, comme tu dis, qui est plus saturé. Mm, mm. Tu m'as dit quelque chose de assez fort quand on a préparé cet échange. C'est moi, j'essaie d'aller à l'encontre de tout ce qu'on nous apprend. Ouais. C'est quoi pour toi le problème justement avec les méthodes de vente telles qu'on les enseigne aujourd'hui? En fait, je pense qu'il y a, moi, les méthodes de vente, je suis pour tout ce qui est Medpeak, Challenger, enfin, j'en passe et des meilleurs. J'ai rien contre ces méthodes-là et je pense que c'est une très bonne base à avoir pour n'importe qui démarre dans la vente. C'est des bases à avoir. Par contre, globalement, appliquer un Medpeak ou un Medic à la lettre pendant un call, ça ressemble pour moi plus à un interrogatoire qu'une conversation avec une personne. Et si tu Ouais. veux, je ne crois pas en un discovery de 30 minutes, 1 heure. Un discovery, il se fait sur 4, 5, 6 meetings parce que c'est ça qui vient alimenter globalement tout le projet, alimenter les échanges que tu vas avoir. Un discovery, tu peux pas avoir tous les éléments en 1 heure, c'est impossible. Pour autant, tu vas appliquer un Medpeak, mais il y a plein d'éléments que tu vas découvrir tout au long du cycle de vente. C'est une très bonne base à avoir parce que ça t'aide justement à ne pas oublier des choses qui sont essentielles dans ton cycle de vente. C'est surtout ça. Mais moi, quand je vais dans un call discovery, un call démo avec des clients, je ne suis pas en train de me dire, tiens, le C, ok, je l'ai. Le Ouais, E, ah mince, le E, il me manque, tu vois. Et en plus de ça, c'est perturbant surtout pour des profils plutôt juniors, parce que ouais. tout de suite, ça se met la rate au courbouillon en disant, mince, j'ai oublié le M, tu vois. Alors qu'en fait, c'est pas grave, quoi. Le M, tu l'auras potentiellement plus tard. Mm. Et surtout qu'en Voilà, fait, c'est une croyance qui dit que, enfin moi c'est un peu ce que je dis, que la découverte, elle se cantonne que à un seul meeting. En fait, elle se poursuit tout le temps. En fait, Mm. même elle s'arrête jamais. En fait, si tu fais du renouvellement ou de l'upsell correctement, la découverte du client, elle se fait tout le temps en fait. Tout le temps. Donc, Ouais. je trouve ça, ouais, Ouais. je trouve ça hyper intéressant. Alors, justement, du coup, tu considères que ces méthodes, c'est utile comme base, Ouais. mais comment tu fais en sorte que, justement, tes commerciaux s'approprient quand même une méthode sans tomber dans l'interrogatoire? Comment tu fais pour... Parce que, tu vois, Mm. je sais que les questions, à chaque fois, c'est OK, on pose pas cette question, donc on en pose plus, ça ressemble plus à un interrogatoire Danone. Comment on fait pour que ce soit différent? Faut que t'aies un fil conducteur, de toute façon. Quand tu rentres dans un meeting, tu as quand même un objectif. Tu vas pas dans le meeting en disant je vais leur vendre et ils vont signer le contrat à la fin du meeting. C'est impossible sur un premier meeting. Donc il faut quand même que tu aies un fil, une direction. Et ta direction, c'est où est-ce que je veux amener ce client? Qu'est-ce que je veux Ouais. globalement ressortir de ce meeting-là? Il faut que tu gardes ça en tête. Parce que c'est ça qui te permet, si tu te rends compte que tu es en train de partir un peu en vrille et tu es en train de partir trop loin sur un sujet qui n'a plus rien à voir, le fait de garder ça en tête te permet de toujours garder cette ligne Le directrice. focus. Mm. Exactement. Maintenant, pour répondre à ta question, ça va dépendre des uns et des autres. Moi, je suis quelqu'un qui est dans l'échange constamment. J'adore parler. En fait, je pourrais même passer 1 demi-heure avec un client à ne pas parler business, ce qui est fou. Parce que pour moi, la base du business, c'est la relation de Ouais. confiance. Je suis pas en train de te dire que je suis un joueur de flûte, attention. Mais j'aime bien savoir avec qui je parle. J'aime bien comprendre qui est la personne en face de moi, parce que c'est ça qui va me permettre d'anticiper plus tard si la personne ose me dire les choses ou n'ose pas me dire les choses, comprendre quel est le profil, on va dire, psychologique de la personne, c'est ultra important. Et tant mieux si je peux inviter cette personne-là à un super événement deal, par exemple, dans les prochaines semaines. Ça me va. J'adore le rapport humain et je pense que de toute façon, moi, c'est quelque chose que j'avais appris, tu vois, en 2013. Donc tout n'est pas à jeter de 2013. C'était une formation par un Américain qui disait les gens achètent people buy to people, from Yeah. people. Tu vois, bah ouais, c'est exactement ça en fait. Moi, chez Dropbox, exemple très concret, enfin, le cycle de vente le plus court que j'ai fait, c'était sur une soirée avec le CEO et co-founder d'une boîte du Next 40 en 2014 qui venait à Dublin. Moi, j'étais à Dublin chez Dropbox. On s'est catch-up, on a fini au gin tonic et il a signé 2 jours plus tard mon order form. Je suis pas en train de dire parce qu'il était sous, mais Il parce faut qu'en fait, pas, l'alcool ouais, n'est pas exactement. conseillé. Exactement, mais parce qu'on a créé une relation de confiance. En fait, on est devenus presque amis. C'était pas mon but premier, mais il y a une relation vraiment de confiance au-delà de la partie business. Tu Ouais. n'achètes pas quelqu'un en qui tu n'as pas confiance. Mais dans la vie de tous les jours, hein, en général, de toute façon. Ouais. Complètement. Du coup, je suis d'accord sur cette partie confiance, etc. Mais on sait que toi,
là, tu as quand même de la bouteille. Tu as peut-être aussi également ça en toi. Hein, tu vois, genre, je pense qu'on n'est pas égaux en fait, dans notre capacité Ouais. à créer des bonnes connexions, des bonnes relations avec les autres. Justement, du coup, je pense que tu vois où Mhm. je veux t'emmener. Tu as beaucoup insisté quand on échangeait sur l'expertise métier. Ouais. Tout à l'heure, en début de discussion, sur le fait d'être dans le value selling. Ouais. Euh, et je sais qu'en fait, toi, tu préconises d'avoir en fait des experts RH avant tout, voire même de pouvoir avoir des recruteurs en tant que sales. Donc, pas forcément des purs profils sales qui ont Ouais. vendu je sais pas combien de SaaS. Comment tu développes justement alors déjà, pour ceux qui sont pas du tout proches du recrutement, l'expertise RH chez tes commerciaux, Ouais. premièrement. Et sur ceux qui sont dans le secteur RH depuis longtemps et qui n'ont rien à voir et qui savent même pas vendre, comment Mhm. justement tu essaies de leur injecter ce côté plutôt sales? Bah, écoute, exemple très concret, je crois que je te l'avais partagé, j'ai Élise qui t'a contacté justement. Ouais. Élise est une personne qui était DRH. Elle était DRH, directrice des ressources humaines. Et elle m'a contacté un jour sur LinkedIn parce que envie ouais, de devenir commercial, envie de renouveau. Et de fil en aiguille, elle est rentrée dans un process de recrutement, on l'a embauchée. Alors de prime abord, les gens chez Deal étaient là, mais t'es sûr de ton recrutement? C'est quand même bizarre, on est en train de recruter quelqu'un qui n'a jamais vendu. Voilà, Mm. quelqu'un qui n'a- Mais moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est son positionnement. Déjà, elle avait un bagou, indépendamment qu'elle ait été sales ou pas. Même en qualité de DRH, elle est très professionnelle, très organisée, qui sont des qualités également qu'on recherche chez les commerciaux au quotidien. Complètement, ouais. Et si tu veux, moi, en tant que manager et directeur, c'est surtout de combien de temps ça va me prendre d'un point de vue purement personnel pour façonner un profil sur des bases, encore une fois, reprenant l'histoire, le sujet et l'approche médique, combien de temps ça va me prendre d'intégrer ces techniques de vente pour quelqu'un qui ne l'a jamais eu et de justement qu'elle puisse se façonner elle-même son approche de vente. Mais en fait, la question ne se pose pas parce que moi, quand j'ai Elise qui contacte des DRH en étant ancienne DRH, c'est magique. Enfin, je suis navré, mais moi, je suis DRH, je parle à quelqu'un qui a eu mon poste, qui a connu mes challenges, qui a connu toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer. Donc en fait, oui, je vais faire complètement confiance à quelqu'un qui connaît mon métier, puisque elle a eu mon job. Le point ici, et encore une fois, pour revenir à ta question, à ton point initial, c'est ma façon de faire les choses. Dans mon équipe, ce qui m'intéresse, c'est la complémentarité, et justement, je ne veux pas des profils qui soient identiques. Toutes les personnes dans mon équipe viennent d'horizons et ont des profils complètement différents, mais cette complémentarité fait que justement chacun apprend des uns et des autres et chacun a son style. Je reprends le style d'Élise et ça fera certainement marrer le jour où elle écoutera le podcast, mais Élise un jour me dit ouais, j'ai fait cette séquence de mails, j'ai utilisé tel et tel outil. Je suis ok, mais est-ce que ça te convient en fait? Elle a juste regardé ce qui se Mm. faisait, elle s'est dit être sales, c'est j'envoie 15 emails. Et en fait, un jour, elle me dit, en fait, c'est pas moi, quoi. C'est juste pas moi. Et moi, ce que j'aime, c'est la création de connexions sur LinkedIn. Voilà. Et c'est ça qui Mm. l'intéresse. Et tu vois, elle a découvert ça en se façonnant, prenant les bases, comprenant un peu comment ça fonctionne d'être commercial. Et derrière, bah, voilà, elle avance, quoi. Et elle se façonne par Et elle-même. ouais, ce qui est hyper intéressant, c'est que, parce qu'on parle beaucoup de la notion de job to be done, c'est-à-dire de savoir en fait Hmm. ce que tes prospects font en marketing. Et Oui, donc là, en fait, on a vraiment un profil parfait qui sait exactement en fait dans quel contexte se trouvent en fait tes prospects et donc qui sait ouais. exactement quoi leur dire, etc. D'ailleurs, en fait, j'en profite pour dire que c'est elle qui m'a, elle m'a prospecté Ouais, tu vois. en se disant, voilà, on fait des trucs super, ce serait bien que tu nous interviewes, regarde, va checker, Ouais, etc. Ça a marché. Donc voilà, ouais. donc effectivement, je trouve ça intéressant. Et justement, comment tu fais pour les profils du coup qui n'ont pas l'expertise, parce que moi, ça a été un sujet quand j'ai été directrice commerciale. Je me suis souvent posé la question. En plus, j'étais dans le même domaine que toi, RH. Je me suis toujours posé la question de me dire, attends, je prends un profil déjà recruteur, etc., etc. Ce que Ouais. j'ai fait. Mais est-ce que je prends aussi un profil, un tueur en sales? Parce qu'il y a des moments où tu as besoin de ça. Mais la difficulté, c'est comment tu lui injectes justement cette expertise. Est-ce que tu te Hmm. sers, moi j'imagine un peu des DRH qui vont injecter un petit peu de la connaissance métier, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais pour que ça marche un petit peu cette partie-là? Ah, je déclenche beaucoup, je provoque ça. Tu sais, enfin, je vais pas remettre, c'est pas le sujet, mais tu sais, l'anglais, moi, j'ai fait LV1 comme beaucoup à l'école pendant des années. Et en fait, je sors mon master, je sais pas parler un mot d'anglais, quoi. C'est génial, hein, j'ai 14 sur 20, mais à part Hello, how are Bon, you, voilà, voilà, tu me mets pas devant Netflix en VO. d'accord. Je suis parti 4 mois à Sydney.
en ne sachant pas parler anglais, je suis revenu, j'étais bilingue. Terminé. Et pourquoi je te dis ça? Parce que on apprend en marchant. Et si tu veux comprendre les personnes en face de toi, il va falloir que tu sois curieux ou curieuse. Il va falloir que tu te prennes des murs. C'est une réalité. Et le je ne sais pas, je reviendrai vers vous, c'est pas une honte. Justement, ça permet juste de prendre les points, d'avoir de la curiosité, faire ses recherches en interne sur des knowledge bases et de pouvoir intégrer toutes ces nouvelles notions au fur et à mesure. Moi, quand j'ai démarré chez Deal, je ne connaissais rien à la RH. Je suis arrivé, les premiers calls que j'ai faits, c'était une catastrophe. Mais littéralement une catastrophe. C'était le stéréotype du gars qui disait je ne sais pas, je reviens vers vous. Je ne sais pas, je reviens vers vous. Pendant toute la durée du call. Mais ça m'a permis d'apprendre énormément parce que t'apprends en marchant. Et ça, c'est. Mais par contre, il faut de la curiosité. Si tu t'en fiches et que t'as ton objectif à toi qui est très personnel, à dire je veux vendre, je veux faire mes objectifs, ça ne fonctionnera pas. Il faut que tu sois curieux. Les objectifs, c'est une finalité, tu y arriveras à partir du moment où tu t'appropries le sujet et tu fais l'extra mile, si je puis dire, sur la partie connaissance et appropriation de tout ce marché, les challenges, les industries. Deviens un expert ou une experte et c'est ça qui fera que tu atteindras tes objectifs finaux. Complètement. Et ben écoute, justement, on va parler, on va glisser rapidement là sur la partie management. Moi, c'est là où tu m'avais un peu plus, on va dire, entre guillemets, chahuté sur, tu te décris en fait un peu comme un manager un peu à l'antipode, enfin, différent de ce qu'on peut voir en fait comme type de management et comme préconisation. Tu es en mode un manager H24 sur le terrain. Donc, il n'y en a plus beaucoup en fait des managers comme ça. C'est des managers que moi, j'ai pu connaître à l'époque. Donc, voilà. Tu l'as dit comme ça avec ces termes, moi je relève pas les compteurs. Ouais. Concrètement, à quoi ça ressemble la semaine type avec une semaine type en fait dans ta vie avec ton équipe? Comment tu t'organises pour rester aussi proche de tes sales? Parce que pour toi, déjà en fait, pourquoi tu décides d'avoir cette posture là? C'est en fait c'est le pourquoi en fait je fais ça. Moi, quand j'ai été sales, j'ai eu énormément de one-to-one avec mes managers où je répétais 20 fois la même chose sur les 20 lignes d'opportunités que j'avais dans mon forecast. Et en fait, toutes les semaines, je répétais à quelqu'un qui n'était pas forcément au courant de la réalité, de ce qui se passait. Et je peux même pas leur en vouloir parce que d'une semaine à une autre, il y a eu tellement de choses qui se sont passées qu'il faut quand même raviver un peu la mémoire, rafraîchir la mémoire. Moi, ce qui m'intéresse dans mon métier, c'est pas en effet faire ce fameux relevé de compteur où tous les matins j'arrive et je clique sur refresh dans mon dashboard Salesforce. Mais quel ennui, quoi. Mais quel ennui. Et si tu veux, c'est un peu comme les entretiens annuels qu'on a connus. Il fallait atteindre la fin de l'année pour avoir un retour de ton manager. Mais ça sert à rien. Le feedback, c'est continu. T'attends pas une fois par semaine pour faire du feedback. Et en plus de ça, comment tu peux condenser ce qui s'est passé sur une semaine en 30 minutes, voire une heure? C'est impossible. Donc, le fait d'être tout le temps sur le terrain, ça me permet, d'être tout le temps au courant de ce qui se passe. C'est-à-dire que moi, demain, j'ai Julien dans mon équipe qui vient me chercher, qui me dit, voilà, j'ai un ticket qui est bloqué, j'ai besoin de ton aide. J'ai pas besoin de lui demander, ah ben attends, il faut que tu me réexpliques tout, il faut que je comprenne où je vais. Non. En fait, ça me permet de gagner du temps, on est beaucoup plus productif. Et ce qui me permet derrière, alors c'est ce que je t'avais dit la dernière fois, c'est pas tout le temps vrai. Et si mon manager, heureusement qu'il parle pas français, m'écoute, mais moi, quand je fais mes one-to-one, des fois, ça m'arrive, pendant 20 minutes, on parle des week-ends. Parce qu'en fait, en réalité, le business, on l'a déjà taclé. On sait déjà ce qui se passe, tu vois. Ou alors, on va passer la demi-heure à parler d'un deal unique, parce qu'on a besoin de rétablir la stratégie, parce qu'il y a des choses qui ont évolué, il faut qu'on se pose. Mais moi, je suis dans l'école client, je fais des emails aux clients, j'aide constamment mes commerciaux sur s'ils veulent que, par exemple, un client ne leur répond plus, je vais drafter l'email, je vais l'envoyer, je vais essayer de débloquer, je veux être utile parce que je ne peux pas demander à mes commerciaux de performer et moi ne pas montrer l'exemple. Et ça, c'est aussi proche très deal parce qu'on a un leadership qui est très... alors, on a une hiérarchie, mais nos dirigeants, ils sont sur le terrain avec nous tous les jours. Tous les jours. Pour toi, c'est plus une culture. C'est une culture. Moi, je trouve ça. Enfin, moi, je suis alignée avec toi. Hein. Je trouve que tu as raison et je pense que par ailleurs, je pense que quand on critique le fait qu'il n'y ait pas de bons commerciaux, etc., peut-être qu'il faut interroger si ils sont suffisamment accompagnés sur le terrain. Et je pense que la réponse, elle est là, tout simplement. Donc, je pense qu'effectivement. Par contre, justement, comment tu fais pour t'organiser? Parce que pour avoir eu cette posture, je sais qu'en fait, ça peut être chronophage. Ça peut être très fatigant en termes d'énergie parce que tu es tout le temps là.
ton cerveau, il va à 1000 à l'heure parce qu'en fait, c'est comme si tu avais le CRM dans ta tête. Exactement, micro. Élise, elle a parlé de ça avec lui. Du coup, il faut que je fasse un retour là-dessus. Et Julien, en fait, il a eu ça. Il faut absolument que je lui dise qu'il apporte tel contenu, etc., etc. Et il faut que tu sois comme ça tout le temps, tous les jours de la semaine. Comment tu fais pour t'organiser, en fait Alors c'est une très bonne question. Ça m'arrive d'avoir des trous. Je suis pas loin de moi d'être un CRM sur pattes, mais j'essaye de m'organiser un maximum. On a des Slack, on utilise beaucoup Slack, nous, donc on va avoir des canaux de communication qui sont dédiés à des deals spécifiques. Du coup, j'ai tout Ok. un historique sur l'ensemble de ces deals-là. J'ai aussi créé avec mon équipe un canevas dans Slack, pareil, où j'ai appelé ça Deal Speed. C'est un peu la séance où ils me mettent tous les points où ils sont bloqués. Et moi, je vais tacler ça en interne, je vais prendre les informations. Euh, et je compte aussi, en fait, moi, je demande constamment à mon équipe de lever la main. Parce que je leur dis, voilà, vous connaissez mon quotidien, je suis très busy, donc des fois, ça peut arriver que j'oublie les choses, donc il n'y a pas d'ego. Moi, je peux oublier, donc levez la main, dites-moi, t'as oublié de faire ça. Et en fait, on travaille vraiment en équipe sur ces sujets-là. Moi, je vais regarder surtout également dans le CRM où on en est, si ça a bougé, et je m'alimente proactivement. Tu vois, j'attends pas encore une fois le lundi matin pour demander on en est où. Je vais appeler, je passe un petit coup de fil. Alors, ça s'est passé comment le meeting? Ça Ça, me on fait permet de plus ça. m'alimenter. Ouais. Ça, on fait plus ça, alors que bon, moi, j'ai tendance à beaucoup utiliser encore mon téléphone, donc je me dis, je suis peut-être un petit Ah peu ouais. boomer, tu vois, mais d'appeler directement les gens. En fait, vraiment, je me dis, ce temps-là, en fait, d'envoyer un message, d'attendre que la réponse, etc., alors Mhm. que, effectivement, on est sur des temps où il faut parfois aller vite. Moi, j'aime beaucoup, en fait, ce que tu dis, là, le fait d'avoir fait un espèce, alors après, peu importe le canal, peu importe l'outil, mais d'un deal speed, où, en fait, justement, en fait, tu as une routine chez les commerciaux, où, en fait, c'est ça le problème, c'est que toujours, les commerciaux sont bloqués par rapport à un truc, et parfois, sur lequel toi tu peux pas apporter une réponse tout de suite, il faut que tu ailles Mhm. chercher des informations, etc. Et plutôt qu'ils aillent perdre du temps à aller chercher avec le marketing, aller avec le produit, etc., que toi tu es en mode genre, ok, vous mettez là-dedans, moi je m'assure en fait que dans la journée, tout le monde ait son truc qui est C'est résolu, ça. ils n'ont pas d'excuses. Je trouve ça hyper bien en fait Ouais. d'avoir instauré ça. Donc je le note pour que les gens puissent se dire, Ouais. c'est souvent des problèmes en fait. Tu discutes 3 jours après avec quelqu'un, il va te dire, t'en es où là-dessus? Il va te dire, bah tu vois, je t'avais dit, il y a un problème, j'ai besoin de ça. Et tu te dis, Ouais. mais attends, mais tu pu me le dire il y a 3 jours, quoi. On C'est aurait ça. résolu le problème, quoi. Ouais. Donc, Ouais. euh, donc hyper bien. Justement, alors du coup, on va continuer sur la partie management. Toi, tu m'as dit en fait que tu crois davantage au fait de faire prendre conscience. Oui. Donc, du coup, justement, c'est pour ça que ton one-to-one, c'est pas le côté je vais te balancer des conseils comme ça, etc. Mhm. Euh, voilà, toi, tu penses qu'il faut plus faire prendre conscience que donner des conseils. Est-ce que tu as un exemple concret en Ouais. fait de quand Ouais, c'est. ouais, ouais, oui, oui, ouais. En fait, Et surtout, qu'est-ce que ça produit, quoi? alors ça coupe, c'est complexe comme approche. En fait, moi je pense que c'est plutôt personnel et de ma compréhension de la société aujourd'hui. Tu sais, moi pendant très longtemps, j'ai pas fait de sport. On me disait, mais il faut que tu fasses du sport, c'est bon pour la santé. Tu vois, c'est des conseils, tu les entends, tu les entends. Il y a des gens qui vont avoir cette faculté à écouter le conseil et avancer avec ce conseil. Il y a d'autres où globalement, il faut un peu avoir le nez face au mur, tu vois, se retrouver face au mur pour Je suis d'accord. comprendre comment on fait les choses. Et ça marque beaucoup plus. Je reviens sur mon sujet de t'apprends en marchant. Quand tu étais petit, en fait, tu marchais, tes parents te tenaient. Bon, est-ce que vraiment t'apprenais à tenir sur tes pieds? Non. C'est quand tu as commencé à tomber que tu as commencé à comprendre comment ça fonctionne. Ben là, c'est la même chose. Et c'est un peu l'approche que j'ai. Alors, elle est propre à moi. Je l'amène aussi d'une façon qui fonctionne, moi, à mon niveau. C'est très dans je déclenche les choses. Et je l'ai fait, je le continue à le faire. Des fois, ça fonctionne très très bien. Des fois, ça fonctionne un peu moins bien ou ça va demander plus de temps. Mais globalement, l'impact est très positif. C'est-à-dire que Julien, je reprends son exemple, qui, quand on a commencé à travailler ensemble, il avait du mal, quoi. Il arrivait dans les meetings, c'était déstructuré, il n'arrivait pas à avancer. Il y avait énormément de frustration qui commençait à s'ancrer en lui. Et j'ai pas voulu désamorcer la chose parce que, je veux que ça vienne de lui. Je veux que ce soit proactif parce que ça va être important aussi qu'il apprenne à lever la main vers moi. Et c'est important que, pour n'importe qui, de pouvoir être à l'aise, de lever la main, de dire j'ai besoin d'aide. Indépendamment de ton rang hiérarchique, moi je lève la main quand j'ai besoin. Euh,
Et le fait de déclencher ça, bah, on s'est clashé. On a passé une bonne heure ensemble en dehors du boulot à se dire les choses, à parler. Je lui ai expliqué d'humain à humain aussi. Hein. Encore une fois, on est des humains. On n'est pas que des machines qui généreront de l'argent. Hein. Et du coup, bah, il y a eu un élément déclencheur à son niveau. Et du jour au lendemain, bah, c'est un nouveau Julien niveau business, quoi. Quelqu'un qui était sûr de lui, en maîtrise, qui vient toujours, mais par contre, qui lève la main tout le temps. C'est quelqu'un qui vient me chercher tous les jours. J'ai Sylvain qui est arrivé dans ce mode-là aussi. Les 6 premiers mois, 8 premiers mois, beaucoup de doutes. Et on façonne. Je donne des clés par-ci, par-là. Et en fait, la personne trouve son style, comprend comment. Enfin, je redonne un peu comment dire, de confiance en soi. Je pense qu'il faut de la confiance en soi sans être égocentrique ou extravagant ou arrogant en business. Mais il faut être sûr de ce qu'on fait. Et je pense que les gens que je recrute, j'ai confiance en eux. Et il faut qu'ils le comprennent. Et j'aime pas. Trop proactivement aller chercher les gens, dire attention, faut que tu fasses ci, attention, faut que tu fasses ça. Je le fais, mais j'aime quand les gens tombent. C'est important. En fait, we learn from, on apprend en tombant, quoi. En fait, je trouve ça très courageux comme posture parce que est-ce que tu penses que. Alors, comment tu arrives à concilier ça avec la période? Je m'explique. Ouais. On est quand même dans une période où tout le monde dit que le closing, ça commence à être compliqué. Par rapport à toutes les choses qu'on a pu dire ici, mais aussi dans d'autres émissions. T'as pas peur, en fait, justement, comment tu gères en fait ce stress-là, en mode, ok, je le laisse, même si j'ai les enjeux chiffres, parce que j'imagine comme tout directeur commercial, t'as une direction qui te dit, oh Maxime, on en est où là? Bien sûr. Comment tu gères en fait ce truc-là de, ok, moi je suis sûr de ma méthode, je suis sûr que c'est celle-ci qui marche, et la preuve, ça a marché avec plusieurs sales, etc. Donc t'as cette expérience-là, mais tout en gérant en fait la pression du chiffre derrière. Tu vois, parce qu'il faut avoir un courage un peu de se dire, je vais le laisser. Ça prendra 6 mois, mais faut qu'il se fasse mal, en fait. Bien sûr. Mais comme toute équipe de sport, de rugby, de foot, à un moment donné, il y avait la pression des chiffres et il a fallu un électrochoc pour qu'il y ait certaines équipes qui reviennent au top niveau. Moi, la différence, c'est que j'ai la confiance de mon management déjà sur ces aspects-là. Donc ça, déjà, c'est déjà un gros point positif. Et deuxièmement, parce que, encore une fois, je reviens sur cette notion que je suis sur le terrain, je suis dans les meetings. Donc en fait, si je vois mon sales qui part un peu en cacahuète et qui gère plus rien, moi j'ai la possibilité de reprendre en fait subtilement, d'accord. Donc le deal, je le mets jamais, on le met jamais à risque. On met jamais les deals à risque. Donc on arrive toujours à closer. La learning curve, elle est sur tout le cycle de vente en fait pour le commercial. C'est pendant jusqu'au closing, il y aura une learning curve. C'est les premiers gros deals qui vont faire que, surtout chez Deal, qui vont être un élément déclencheur. Ton premier gros deal, tu vas vraiment galérer. Et moi, je vais être là. Moi, je vais pas te lâcher, en fait. Et on va y aller ensemble. On ne perdra pas le deal. On ne le perdra pas. Donc, en fait, si tu veux, les chiffres, ils sont bons. Ils ont toujours été bons. Et ils continueront de l'être. Parce qu'il y a cette stimulation psychologique. On est assis ensemble, on échange, on parle, on brainstorm. Et ça, encore une fois, pas une fois par semaine, 30 minutes. C'est tous les jours. Hier, j'étais en voiture et j'ai reçu 8 appels, bim, bim, bim. Parce que je suis connecté. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et du coup, en fait, c'est hyper intéressant parce que, en fait, ta technique, en fait, ta méthode de management, elle marche parce que tu es sur le terrain. Non, mais en fait, c'est important de le dire parce que peut-être qu'il y a des gens qui se diraient, oui, faire prendre conscience, c'est que si tu es à côté, parce qu'autrement, ça peut faire l'inverse. Tu peux attendre longtemps et il se passe rien. Bien sûr. Donc voilà, mais ok, hyper intéressant. On a parlé de management, on a parlé de one-to-one, tu l'as déjà un peu introduit. Il y a un autre type de meeting, parce qu'on sait qu'il y a la dimension individuelle qui marche, qui est très importante en fait entre son manager et le manager. Mais il y a aussi également la dimension, on va dire, plus globale, la team. Et du coup, j'imagine que tu fais des réunions d'équipe. Je sais que les réunions d'équipe, c'est le moment le plus détesté de tous les sales, moi la première, quand on me met dedans. Généralement, c'est des endroits où il ne se passe rien, on s'ennuie, on est là, on est dans l'expectative, etc. Toi, tu me disais qu'en fait, tu avais un autre fonctionnement, même parfois, ça t'arrivait d'arriver sans rien partager, sans forcément faire de grandes communications. Comment tu fais pour que tes weekly, puisqu'on peut appeler ça comme ça, aux réunions d'équipe hebdomadaires, soit un moment qui donne de la dynamique et soit pas un moment le plus ennuyeux de la semaine, quoi, qui est redouté par l'équipe? En fait, j'ai été sales comme toi, donc je sais, moi, les team meetings qui me faisaient vibrer, c'est quand il y avait de l'annonce. Mais de l'annonce, quelque chose de bien croustillant, tu vois, un truc
qui me stimule, pas Nouvelles features que j'attendais depuis je sais pas ouais, combien de temps et voilà, qu'on c'est m'avait ça, promis, quoi. exactement. Ou un gossip, quoi, tu vois, un truc croustillant. Et du coup, alors moi en fait, de semaine en semaine, mon weekly n'est jamais le même. Moi, ce que j'essaye en fait, je veux pas être la seule personne qui parle déjà, parce que en fait, écouter quelqu'un pendant 1 heure, c'est juste l'horreur. Donc, j'essaye de faire fonctionner, d'amener des sujets d'actualité. Voilà, on a un événement, il faut qu'on se bouge dessus. En fait, c'est des open discussions, ça s'appelle ça. En gros, j'amène des sujets et l'idée, c'est de faire un peu, de créer une communication, un échange avec ces personnes-là. Il y a la partie dashboard, on revoit quand même les chiffres, mais c'est pas là où je vais passer le plus de temps pour être très transparent. Sauf si j'ai des messages très clairs à faire passer parce que globalement, je vois qu'il y a un gros trou dans la raquette, il y a une tendance qui est pas bonne et on va se dire les choses. C'est pas moi, mais on va aussi se dire les choses. Et je demande aussi à mon équipe de me donner un peu de visibilité sur les grandes échéances de la semaine pour eux. Qu'est-ce qui va être important pour eux? Et c'est aussi pas pour moi avoir que enfin pas que pour moi d'avoir de la visibilité, mais aussi pour partager avec les autres et qu'il y ait une curiosité qui s'installe au niveau des autres commerciaux, dire ah bah tiens c'est intéressant, je connais un tel dans cette boîte-là, ah bah t'as pensé à faire ci, ou alors la personne qui présente demande et d'ailleurs vous avez déjà rencontré ce sujet-là, est-ce que quelqu'un a une best practice à me partager? C'est de faire quelque chose de très collaboratif. Et en effet, il y a des jours où j'arrive et j'ai rien. J'ai rien. J'ai rien parce qu'en fait, je me dis, mais à quoi bon partager quelque chose? Il n'y a rien, quoi. Je veux dire, j'ai pas. Faire du meeting pour faire du meeting, c'est ce qu'on appelle la réunionnite et nous, on est anti ça et c'est ce qui permet aussi qu'on aille aussi très très vite chez Deal. C'est qu'on ne veut pas passer nos temps dans des meetings qui n'amènent rien. Donc, si j'arrive et que je dis que j'ai rien, soit je vois qu'il y a quelque chose qui se passe et les gens commencent à parler et on apprend quelque chose des uns des autres, ou même ça rigole et ça crée de la cohésion d'équipe parce que ça aussi c'est très important. Soit, et du coup ça dure un quart d'heure versus 1 heure, et très bien. Tu vois, on fait un peu au feeling, quoi. Je veux dire, nous on est remote, full remote partout. Donc c'est aussi des moments où les gens ont besoin de se dire des choses, se dire des conneries, des blagues, je ne sais quoi, mais c'est là où tu crées le relationnel humain aussi. Ouais, Donc je c'est comprends, important. effectivement. Et en fait, ce que moi je trouve intéressant, c'est que en fait, t'es pas dans le truc de, voilà, il faut absolument que cette réunion elle se tienne pour en fait un peu Mm, mm. cocher. Je fais une réunion, il faut qu'elle puisse servir. Toi, en fait, du coup, et surtout en fait, être un truc où à la fin les gens sortent et se disent, bah, soit j'ai rigolé, soit j'ai appris un truc, soit appris un truc au niveau de la boîte, soit appris un truc au niveau de mon job, mais c'est pas forcément là où ça joue. Par C'est contre, ça. j'aimerais bien aborder un autre sujet parce que alors du coup là on- enfin tu vas peut-être attirer pas mal de candidatures, de candidatures. J'ai l'impression que c'est parfait, mais je sais que vos objectifs sont assez ambitieux Ouais. parce que vous êtes dans une croissance et vous cherchez à aller assez loin, assez vite. Donc on sait que dans ce genre d'environnement, il y a quand même une pression. Mhm. On n'est pas tranquille, c'est pas tout chousse quoi. Du coup, Mm, mm, mm. Euh, toi tu m'as dit un peu d'être une personne un peu binaire qui apprend plus par le négatif que par le positif. Comment tu doses justement Ouais. le fait, et puis même là on le voit en fait en discutant ensemble, Oui, là, je pense oui. que les auditeurs l'entendent, tu es assez Ouais. franc, tu es cash, voilà. Ouais. Comment tu doses justement, et ça c'est une vraie question que je me pose même par rapport quand je coach par exemple des sales encore aujourd'hui, la franchise et la bienveillance quand tu pointes quelque chose qui va pas, tu vois. Mm. Euh, Parce que souvent on dit il faut être bienveillant avec les etc. Et il y a des moments en fait, moi je me suis rendu compte, parfois j'ai gagné des choses. Alors attention, hein, je m'entends pas en faisant mal, mais en étant hyper franc, hyper cash et pas en mettant des petites fioritures. Parce que parfois ça va pas. Ton rendez-vous il est nul, et là c'est nul en fait. Il y a pas de Mm. c'est cool, ça pouvait être mieux, etc. Un peu à l'américaine, etc. Ouais. Où tu dis que c'était cool pour après tout descendre. Comment tu fais toi? Bah, déjà, pour reprendre ton exemple, il y a une grosse différence entre arriver et dire c'est nul et arriver et dire c'est nul parce que, et voilà ce que je te propose pour que ce soit mieux. Parce que faire un constat juste pour faire un constat, ça n'apporte rien. Ouais. Donc en Et puis fait, en plus, c'est généralement le sales, il l'a. Enfin, quand il n'a pas été bon, il le sait. voilà. Donc en fait, à quoi ça sert de rabâcher la chose? Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on apprend encore une fois de ça? C'est un peu la culture du feedback, quoi. Constructif feedback, tu arrives et tu dis pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on va faire évoluer et surtout l'auditer dans le temps. Parce que ton constat, tu le fais à un instant T, c'est bien. Par contre, il faut s'assurer que ce soit périn dans le temps. C'est-à-dire que les conseils qu'on va mettre en place, qu'on va prodiguer, eux soient appliqués tout le long de la carrière de la personne. Maintenant,
la notion d'être cash et comment je gère ça, je pense que ça vient aussi avec le temps, de s'apprivoiser, d'apprendre à se connaître aussi. Tu vois, un Julien avec lequel je travaille depuis 3 ans, je connais le personnage. Donc en fait, je sais comment on peut se dire les choses. Il y a des choses, ça clash. Moi, je me clash avec certaines personnes de mon équipe. Mais c'est pas du clash, tu sais, comme on a pu connaître, où ouais, mon manager c'est un con, il comprend rien, tu vois. C'est vraiment un clash, voilà, entre personnes, entre humains, quoi. Je veux dire, il y a un point de désaccord, ça va monter un peu dans les tours, il va falloir qu'on se dise les choses à un moment donné, mais on va ressortir de là, on va être bien. Tu vois. En fait, il faut pas que c'est un clash qui dure dans le temps. C'est un clash qui est là, bah, tu sors, c'est bon, on s'est dit les choses. J'ai pu dire des deux côtés ce que je pensais. C'est ça. Et encore une fois, moi, je te dis, je le répète à toutes mes équipes, je suis loin d'être parfait. Et j'ai besoin aussi que mes équipes me fassent du feedback. Parce que j'ai pas la science infuse. Parce que même si j'ai bientôt 40 ans, bah, ça fait pas de moi quelqu'un des plus matures. Et j'ai besoin aussi d'entendre de mes équipes, pas uniquement de mon manager, mais de mes équipes aussi. Écoute, là, je vais avoir besoin de toi sur ces sujets-là. Je trouve qu'on fait pas assez de ça, on fait pas assez de ci. J'écoute tout et j'essaye d'appliquer un maximum les remontées de mes équipes aussi. On est une équipe. Hein. Bah, en tout cas, j'aime bien ça. Est-ce que tu t'es déjà été confronté et comment tu as un peu résolu ça? Justement, moi je trouve ça hyper cool d'être sur le terrain comme ça. Mais parfois, le retour de bâton, c'est que tu peux avoir des gens qui disent bon, maintenant, Maxime, laisse-moi un peu tranquille. Là. J'ai envie d'être un peu indépendant. Ouais. Il y a des profils en fait qui aiment l'autonomie. Ouais. Je dis ça, moi, en fait, j'étais ce type de sales. Et du coup, moi, j'aimais lever la main, tu vois, en disant là, j'ai besoin de toi. Mais là, j'ai plus besoin de toi parce que. Mais parfois, ça peut être un défaut. Hein. Ça peut être un peu le côté, tu as envie de montrer que. Après, tu grandis, hein, évidemment, mais tu as envie de montrer que, écoute, moi, je peux closer sans Capable, toi. bien sûr. Parce qu'il y a quand même, en fait, dans notre métier, un truc un peu compétition qui doit être évidemment pas malsain. Ouais. Mais écoute, j'ai envie de te montrer que je sais closer un deal seul. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà confronté à ça? À quel moment tu lâches la grappe et à quel moment tu lâches pas la grappe en disant, OK, je sens que tu veux ça, mais t'es pas prêt, en fait. Alors, je crois pas l'avoir déjà rencontré. Par contre, Ok. il y a une chose qui est sûre, c'est même moi, proactivement, je veux pas être dans tous les meetings. Pas dans tous les Ok. meetings. Il y a aussi et ça c'est pareil, c'est de la communication, que mon équipe puisse comprendre quand m'actionner. Parce que je pense qu'un manager, un directeur, un VP, tu l'actionnes pas sur tous tes meetings et encore moins sur des meetings, les tout premiers meetings. Parce que c'est une carte, c'est un joker que tu vas devoir utiliser à un instant T. Et en fait, cramer tes jokers dès le début, bah, globalement, derrière, t'en as plus. Donc, tu vas vouloir garder ces jokers-là. Moi, je vais venir sur un meeting de revue légale, par exemple, parce que je sens que c'est là où je vais apporter quelque chose. Et mon sales vient me chercher en me disant, ah, bah, voilà, je sais que tu vas apporter quelque chose là-dessus, et j'y vais. Mais ça va dépendre de mon ressenti sur le deal. Si je sens que globalement mon impact va apporter quelque chose et qu'il y a quelque chose à réajuster, je vais peut-être venir sur le prochain et peut-être l'autre. Mais je sors de par moi-même parce que j'ai pas besoin d'être sur tous les meetings parce que si dans mon équipe j'ai bientôt 7 personnes, si je vais dans tous les meetings clients, T'as plus de vie, ouais. bah c'est pas que j'ai plus de vie, c'est que j'ai plus de cheveux déjà. Et après j'ai plus de vie. Ouais. Ok, très bien. Comment tu fais pour. Enfin, là, par exemple, je vais poser une question plus pour des conseils, en fait, notamment avec tous les managers commerciaux aujourd'hui qui vont traverser une année quand même qui va assez être challenging, notamment avec. On a parlé en fait des difficultés, mais il y a aussi l'IA en fait qui nous challenge, qui vient nous chercher, etc. Ça donne des trucs extraordinaires, mais ça peut aussi également créer parfois un peu des angoisses. Ouais. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement dans la période actuelle, s'il devait garder un truc un peu de ton style à toi, ce serait quoi? L'unité. L'unité, parce que, encore une fois, bah là, tu vois, moi, c'est quelque chose que je dis souvent. Demain, quelqu'un qui performe pas, bah, c'est pas que cette personne qui performe pas, c'est toute l'équipe qui en pâtit, c'est toute l'équipe qui, en fait, ne performe pas. Donc, si on prend un mur, on le prendra ensemble, c'est pas uniquement une personne qui le prendra. Après, je ne remets pas en question si la personne, justement, n'est pas faite pour le métier, c'est un autre sujet, mais moi, je considère que mon équipe, c'est une équipe de professionnels et que bah, si on se plante, on se plantera ensemble en fait. C'est une réalité. Financièrement, peut-être qu'on le verra le moins parce que ah oui, quelqu'un qui se plante sur un quarter, il n'aura pas le même salaire que quelqu'un qui a fait Ouais, bien sûr. 300%, mais la performance est collective de toute façon.
Et il faut pas oublier quelque chose, c'est bah ouais, tu dis justement, tu mentionnes cette année, ça va certainement être très compliqué, mais globalement, c'est un commercial qui a le vent dans le dos, la vie est belle, et en fait, moi, je reviens à ton point de, moi, je suis très négatif, c'est qu'est-ce qui se passe justement le jour où on a le vent de face, là où on va être ralenti, et c'est là où il faut être solide, et c'est là où justement, il faut pas toujours prendre tout pour acquis. Il faut aussi se préparer à ces moments qui risquent d'être compliqués. Il faut les accepter. Moi, si je fais un mauvais quarter, j'en tirerai des leçons. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je me plante. Fair enough, quoi. J'ai pas de problème avec ça. Je me plante, je vais apprendre. Et ça me permettra d'être meilleur. Ça, c'est mon directeur qui m'a appris ça au début quand j'ai pris le management il y a plus de 3 ans maintenant. Ça a été, je me suis pris des claques au début, mais je me suis dit, mais en fait, j'arrête, quoi. Et il m'a dit, mais non, c'est là où tu apprends. C'est là où et en fait, il avait raison. J'ai tellement appris en 2 mois de temps. Donc, oui, ça va être dur, mais restons unis et ça va très très bien se passer. Il n'y a pas de raison. Et pour en revenir à l'IA, on est, encore une fois, c'est pas iRobot, hein. On n'est pas dans le film de Will Smith où les robots ils vont nous achever, on va se faire remplacer, tout va bien. C'est un boost. Ça vient nous booster nos performances et nos productivités respectives. Donc adoptons-la. En fait, ouais, et je pense que c'est intéressant ce que tu dis, ça vient booster quand on est déjà bon. Donc ça, c'est hyper important aussi de l'avoir. Parfois, quand on entend parler, là, et du coup, ça m'intéresse, c'est qu'on a l'impression que à la fois, en fait, bah, tu es vachement sur le terrain, tu es tout le temps maîtrise, tu vois, ton équipe, tu les connais bien, ils te connaissent bien, il y a une belle unité, etc. Euh, Est-ce que du coup, en fait, derrière, comment tu fais pour valoriser un petit peu tes équipes, en fait, justement? Est-ce que ça, c'est un sujet sur lequel tu as le temps de te pencher, en fait, du fait d'être tout le temps, en fait, sur le terrain? Et deuxièmement, est-ce que tu es le genre de team qui va plutôt... Et pour moi, c'est OK, hein, justement, parfois, je trouve qu'il y a trop de documents dans les Notion et pas assez Hmm. d'expériences transmises et de trucs validés. Donc, c'est pour ça que je serais plus enclin à apprécier un management comme le tien, où parfois, il y a des gens, c'est tout nickel, c'est tout beau, c'est tout propre, mais il n'y a personne qui arrive à retranscrire ça dans la vraie vie. Mais est-ce que, justement, tout ce que tu leur apprends, là, comment, en fait, ça reste, tu vois, pour les prochains, voilà. Donc, il y a deux questions, mais... Bah ouais, c'est une bonne question. Comment on est sûr que ça reste? Bah, je pense que c'est un peu comme de génération en génération. Moi, j'ai appris beaucoup de choses de mon père. Alors, je suis pas en train de dire que je suis leur père et tu vois, c'est intergénérationnel. Ils ont presque le même âge que moi, donc ce serait un peu bizarre de dire ça, mais je compte beaucoup sur cette transmission. C'est-à-dire que bah, les 2 personnes que j'ai mentionnées, qui sont Julien et Sylvain, qui ont énormément appris, je compte énormément sur eux aussi pour accompagner Ouais. les personnes qui vont arriver chez nous. C'est super important. Enfin, il ne faut pas être égoïste, c'est du partage. Et c'est pour ça que dans mes Slack d'équipe, je veux pas que ce soit uniquement moi qui dise réunion tel jour, tenez cette information. Je veux aussi qu'ils puissent poser n'importe quoi comme question. Les plus bêtes sont les bienvenus aussi, parce que pour moi, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises questions. Et je veux pouvoir voir cette unité, cette collaboration qui s'installe en thread. Ah bah, tu fais ci, fais ça, raconte des bêtises ici, va leur raconter des bêtises. Mais je veux voir de l'interaction. Je veux pas voir un message qui reste planté comme ça avec personne qui répond derrière. Ils sont très, très compétitifs les uns les autres. Ils veulent tous performer à leur niveau et d'un point de vue individuel et fair enough. Par contre, les connaissances, les erreurs qu'on a rencontrées, desquelles on a appris, je veux que ça se soit redescendu et je veux que ce soit partagé un Ok, maximum. et du coup, comment tu les valorises, toi, quand ils font des... C'est quoi le Ouais, système de valorisation, en fait, aujourd'hui, dans ouais. cette période-là, que tu préconises? Un système de valorisation, alors je pense que je suis pas le meilleur des exemples malheureusement là-dessus, parce que Ok. encore une fois, mais je pense que c'est là-dessus où j'ai beaucoup à apprendre. La partie négative et tu vois cette approche de j'apprends plus de il y a du négatif que sur du positif me fait un peu défaut. Je sais que moi à mon niveau, il faut que je passe beaucoup plus de temps à faire euh, des remontées positives aussi sur ce qui est parce que ça aussi en fait toujours passer, et j'en suis très conscient, mais toujours passer du temps sur ce qui a moins fonctionné, ce qu'il faut changer. Ça, C'est c'est tout le monde, en fait. Je pense que tu t'interrogeras tout le monde. Tout le monde te dira non, non, c'est bien de faire des feedbacks positifs. Quand tu regardes, en fait, dans la réalité, en fait, oui, on ouais. a tellement peu de temps qu'en fait, on se concentre. Et je pense qu'il faut le prendre. Il faut le Ouais, il prendre ce faut le temps-là prendre, il parce faut avoir que l'intention, quoi, de le faire. Il faut c'est se mettre ça, en. c'est Voilà. ça. Ouais. Parce qu'en fait, la personne, elle regarde ses achievements, elle voit qu'elle a fait 150%, c'est très positif. Ce qui Ouais. est très vrai. Par Mm. contre, entendre quelqu'un te le dire,
ça C'est a très aussi ça a un gros impact. On le valorise beaucoup et ça, faut que je passe plus de temps à faire ça. Enfin, en tout cas, il faut que je prenne le temps de le faire surtout. Parce que c'est vrai que tu as raison, on est pris dans un quotidien où c'est très mouvementé. Tous les Surtout jours, toi, tu as décidé d'avoir un type de management très sur le terrain. Oui, Du coup, oui, en fait, ça crée la fidélité en fait de tes équipes, ouais. clairement, parce que voilà, t'as un peu celui qui apprend, et donc du coup, on a un peu le mentor, et donc forcément, ça crée Ouais. des liens très forts, d'apprendre un métier de quelqu'un, d'apprendre des techniques, puis surtout, il gagne des deals grâce à toi. Bien sûr. C'est précieux, Et tu puis, vois. tu sais, la reconnaissance aussi, elle vient. Enfin, moi, je travaille. Alors, je suis pas quelqu'un qui m'exprime beaucoup sur ces sujets, mais je valorise beaucoup via des promotions aussi. J'ai travaillé, tu vois, ça fait 3 ans et demi que je suis manager. J'ai déjà fait 1, 2, 3, 4, pas loin de 5 promotions en 3 ans. Alors, c'est peut-être pas beaucoup, mais on parle de 5 personnes sur une équipe de 6. J'ai fait passer quelqu'un en management. Et je continue parce que tout travail mérite promotion aussi, mérite tu vois, l'écoute sur les plans de carrière, les volontés de bouger de team, de faire ci ou de faire ça, ça fait partie aussi de mon job et ça, faut Moi, ça, c'est passer de la du temps. valorisation. Ça, c'est de Ah la, ouais, ça, Et c'est. c'est de Ouais. la valorisation. Enfin, du coup, pour moi, je pense qu'effectivement, ce que tu dis, de pointer sur les trucs vraiment positifs, c'est ta petite cerise sur le gâteau. Mais Hmm. en fait, je pense que le gâteau est bien fait, en tout cas, de mon point de vue. Yes. Les auditeurs pourront répondre, mais je trouve ça hyper cool en fait, d'avoir un retour d'expérience vraiment terrain, d'un manager d'une boîte qui fonctionne bien. Et puis en plus, j'avais vraiment envie qu'on entende. Enfin, tu vois, une manière de faire qui disparaît malheureusement. On a beaucoup Ouais. de gens où on parle beaucoup de dashboard, j'ai cette data, ça veut dire ça, puis après je redescends et puis je vais leur parler. Soit je les engueule ou soit je leur fais un feedback, mais du coup, Hmm. il y a rien, quoi, il n'y a pas de lien. Et là, toi, tu nous apportes un peu quelque chose d'autre, en fait. On va boire un café ensemble, on va déjeuner ensemble, on vit ensemble et on va chercher le chiffre ensemble. Ouais. Et je pense que j'avais envie de faire ce podcast-là maintenant parce que je pense que c'est un peu une des recettes qui va permettre en fait aux équipes de réussir. Ouais. Et puis, tu as la notion de. Sur un point que je n'ai pas mentionné, tu me demandais quel mot je retiendrais pour l'année à venir, mais il y a aussi un mot sur la partie managériale que j'avais appris chez Dropbox, c'est lead by example. Moi, le fait Ouais. d'être sur le terrain, ça me permet d'être aussi au courant, de toujours être un bon vendeur, parce que même si je suis manager, il faut que je sois un bon vendeur. Si je suis pas un bon vendeur, comment veux-tu que mes équipes aient confiance en moi et se disent, enfin, tu sais comment c'est, si tu as un manager qui est mauvais, la frustration que ça crée, quoi. Et en fait, après, derrière, tu n'as plus aucune crédibilité aux yeux de ton équipe. Donc, être curieux sur le produit, toujours être au fait des produits, des process. Et moi, j'essaie toujours d'avoir une longueur d'avance sur mes sales parce que je quand même leur montrer, les tirer vers le haut. Moi, c'est ça qui m'intéresse, tu vois. Donc, si je connais rien à rien, en fait, je leur sers à rien à part, ouais, en effet, cliquer sur un bouton, quoi. Moi, franchement, faire ça, ça m'intéresse pas. Eh ben, écoute, trop bien. Je pense que c'est une très bonne manière de finir l'épisode. Merci beaucoup pour le partage d'expérience. Merci à toi. Écoute, je vous souhaite donc à toi et à ton équipe du coup le meilleur, d'exploser les chiffres cette Ouais, année. on est bien là. Eh ben, écoute, c'est cool. Merci beaucoup et à bientôt. Et pour vous, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à retrouver Maxime Off sur LinkedIn si vous voulez poser des questions, etc. et découvrir la boîte Deal. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.